Cette formation VBA Excel démontre comment interagir avec les cellules cliquées sur la feuille. Les coordonnées et attributs doivent être prélevés dans des boucles de temps afin d'aboutir à cette application de rapidité. Des cellules de différentes couleurs apparaissent et se positionnent aléatoirement. Elles restent visibles durant une courte durée et dans l'intervalle, le joueur doit être capable de la cliquer dans la mesure où il ne s'agit pas de la couleur interdite. Cette dernière est définie en début de partie. Elle est tirée au sort, elle aussi. Les points se cumulent à chaque clic validé et se décrémentent à chaque clic invalidé. Vous notez de même la présence d'un rendu dynamique sous forme de graphique sur la droite du plateau de jeu qui va rendre compte au fur et à mesure de l'incrémentation des points du score du joueur en cours par rapport au meilleur score jamais réalisé. Pour développer ce jeu fort naturellement, nous proposons tout d'abord de réceptionner une ossature déjà conçue qui, comme toujours, est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Alors vous remarquez en l'occurrence que sur le classeur de démonstration, à l'issue de la partie, une boîte de dialogue s'affiche pour pouvoir récolter le prénom du joueur afin de consolider ses résultats. D'ailleurs, classeur que je vais m'empresser de fermer pour ne pas parasiter le développement. Nous découvrons donc, comme je vous le disais, un classeur qui est composé de deux feuilles. Elles sont nommées respectivement réflexe et score. La feuille réflexe est celle du plateau de jeu, délimitée par cette zone blanche, et c'est dans cette zone que nous devons être capables de générer aléatoirement des cases de couleurs à cliquer. Comme nous l'avons vu, un clic sur le bouton Go dans la barre d'outils sur la gauche doit démarrer cette génération aléatoire. Arbitrairement, nous définissons un temps de jeu limité à 1 minute. À l'issue, le score doit être consolidé et archivé dans la feuille score. Sous le bouton Stop de la barre d'outils, qui doit permettre d'interrompre une partie, vous notez la présence d'une case de couleur. Elle doit varier à chaque participation. Elle représente cette fameuse couleur interdite. Plus bas, dans cette même barre d'outils, donc une zone est prévue pour afficher le score actualisé à chaque coup. Sur la droite du plateau de jeu, comme nous l'évoquions, vous notez la présence d'un graphique épuré. Il est construit sur la base du petit tableau de synthèse de la feuille score situé entre la cellule G4 et la cellule H5. Le meilleur score est extrait de la base d'archives sur sa gauche grâce à la fonction max, tandis que le score en cours consiste en une simple égalité avec la cellule de la barre d'outils issue de la feuille réflexe donc. Sans plus attendre et pour débuter, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 comme vous le savez, pour basculer dans l'éditeur de code VBA Excel. Il est aussi accessible par le biais du bouton Visual Basic dans le ruban développeur. Certaines instructions sont déjà présentes. En début de code, la déclarative option explicite permet d'imposer la déclaration des variables utilisées. Et précisément, le bloc qui suit introduit des variables publiques. Elles doivent porter les valeurs au-delà des bornes des procédures. C'est ainsi, durant toute une partie, que nous reconnaîtrons les indices affectés à une cellule par les variables lignes et colonnes. Dans l'enchaînement, 3 procédures sont en attente de développement. La première, bascule, est destinée à suspendre le jeu. La deuxième, démarrer, doit initier une partie et toutes les variables utiles pour assurer le bon déroulement. La dernière, distribuée, doit être appelée cycliquement tant que la durée impartie n'est pas écoulée. C'est elle qui définit les couleurs, qui doit définir les couleurs et les emplacements des cases à attraper. De plus, une procédure événementielle sera nécessaire. Elle aura pour mission d'intercepter le clic du joueur pour en déchiffrer les coordonnées. Grâce aux variables publiques, notamment celles des couleurs, elle sera en mesure de définir l'attribution des points. L'événement Excel permettant d'intercepter les actions à la souris sur une feuille est prépondérant donc dans ce développement. Il a d'ailleurs déjà été démontré par le code VBA du jeu du casse-brique. La procédure démarrer doit donc être associée au bouton Go. Nous proposons de la développer d'abord et de faire la liaison ensuite. Et comme il est de coutume, vous le savez, nous débutons par les déclarations et affectations. Grâce au mot-clé dim pour dimensionnement, je vous propose de déclarer dans un premier temps une variable que nous nommons instant et que nous allons typer comme un variant, c'est-à-dire que pour l'instant elle n'est pas typée, parce que nous allons lui affecter le résultat de la fonction timer qui permet de prélever le temps qu'il est
au moment de la demande. 2 points pour poursuivre l'énumération sur la même ligne avec une autre variable importante que nous nommons ligne S as integer. Il s'agira de l'exploiter pour positionner les scores consolidés à la suite des autres dans le tableau des scores de la feuille du même nom. Nous avons besoin de mémoriser les couleurs que nous allons exploiter. C'est pourquoi nous déclarons un tableau de variables de dimension 5 pour pouvoir stocker ces 5 couleurs différentes que nous allons proposer. C'est un tableau de variables qui renferme des informations textuelles, les noms des couleurs, donc nous le typons comme un string, 2 points pour poursuivre l'énumération, et nous allons déclarer une variable que nous nommons nom et que nous typons comme un string elle aussi. Elle devra mémoriser après réception le prénom du joueur pour pouvoir l'inscrire dans le tableau des scores associé au montant des points et la date. Désormais, je vous propose dans ce tableau de variables de stocker les 5 couleurs que nous allons proposer durant une partie. Il s'agit de les ranger à des indices différents en commençant par la première rangée repérée par l'indice 0. Table couleur à l'indice 0 par exemple, nous allons proposer le vert. 2 points comme toujours pour poursuivre l'énumération. Et puis, eh bien, sur la deuxième rangée, donc pour la deuxième couleur repérée par l'indice 1, nous allons proposer par exemple le bleu foncé. Nous poursuivons tant que nous ne sommes pas arrivés à l'indice 4, qui correspondra à la 5e couleur, puisque nous partons de l'indice 0. Donc pour la 3e couleur repérée par l'indice 2, nous allons pourquoi pas proposer le jaune. Quand je dis pourquoi pas, en réalité, vous le verrez, c'est dans l'enchaînement logique des couleurs proposées par la propriété color index associée aux cellules d'une feuille Excel. Donc, à l'indice 3, c'est-à-dire pour la 4e colonne, nous allons proposer le rose. Et enfin, nous allons proposer une dernière couleur. Je vais vite enlever les 2 points pour ne pas oublier de les supprimer à l'issue, ce qui aurait généré une erreur de syntaxe. Le cas échéant, nous allons proposer un autre bleu. Il s'agit du bleu clair. Désormais, eh bien, toutes les rangées de notre tableau de variables sont affectées. Dans l'enchaînement, puisque nous débutons une partie, il faut réinitialiser le plateau de jeu. La cellule du score est la cellule B9, donc nous allons la remettre à 0, vous le savez. VBA propose un objet qui se nomme range, qui désigne une plage de cellules, ou à défaut, si nous lui passons en paramètre une seule référence, eh bien elle désigne une cellule, en l'occurrence ici la cellule B9, et un objet range offre des propriétés et méthodes, et en l'occurrence la propriété value qui permet d'accéder à son contenu que nous affectons à 0 pour le réinitialiser. Ensuite, nous allons exploiter notre variable arrêtée et je vais expliquer quel est son intérêt. Nous l'initialisons elle aussi à 0. Elle va servir de signal si d'aventure, durant la partie, l'utilisateur a choisi de la stopper en cliquant sur le bouton stop. Dans ces conditions-là, nous basculerons la valeur de cette variable à 1. Et lorsque nous détecterons effectivement que cette variable vaut 1, nous stopperons le traitement. Donc lorsqu'elle vaut 0, nous le poursuivons. Vous pourriez me dire, mais alors à ce moment-là, pourquoi ne pas la déclarer comme un booléen, puisqu'un byte est un entier court qui autorise, bien sûr, de saisir des valeurs numériques qui vont jusqu'à 255, donc au-delà de 0 et 1. Eh bien, parce que dans l'optique d'une évolution de ce jeu, nous pourrions envisager une 3e option qui consisterait non pas à arrêter la partie, mais à la suspendre temporairement. Donc nous devrions passer une 3e valeur. Donc, la déclaration comme un booléen serait sous-dimensionnée. Ensuite, il s'agit, puisque nous démarrons une nouvelle partie, de réinitialiser aussi cette couleur de fond, de la couleur interdite. Cette cellule est la cellule B7. Je vais me permettre de prélever un fragment de code pour renseigner en argument effectivement la cellule à pointer, B7. Cette fois-ci, nous n'accédons pas à son contenu mais à sa couleur de fond, donc nous exploitons tout d'abord sa propriété
intérieur associé à sa propriété dérivée color qui permet de créer, si nous le souhaitions, des couleurs selon les trois composantes RVB grâce à la fonction RGB. Nous allons simplement ici l'affecter à une couleur d'une cellule existante qui, elle, n'a pas varié entre-temps. Celle du dessus, par exemple, il s'agit d'une sorte de bleu pâle. Donc nous réalisons cette équivalence. Désormais, nous devons définir la couleur interdite en cellule B7 et prélever l'information de temps. Donc dans l'enchaînement, je vous propose d'initialiser cette génération grâce, comme vous le savez, à la fonction randomize sur l'horloge système pour pouvoir exploiter cette fameuse fonction RND. Dans un premier temps, nous le disions, nous souhaitons tirer au sort la couleur interdite dans les bornes de celle que nous avons proposée ou que nous allons proposer. Nous devons donc affecter ce résultat dans la variable couleur NOC. Il s'agit nécessairement d'une valeur entière, donc nous exploitons la fonction VBA int car à l'intérieur, nous allons lui passer en argument le résultat retourné par la fonction RND qui, je vous le rappelle, produit un nombre aléatoire réel compris entre 0 et 1. Or, nous proposons 5 couleurs. Donc, nous allons multiplier ce résultat par 5. De fait, nous générons un nombre aléatoire compris entre 0 et 5. Mais en fermant la parenthèse, nous le convertissons en nombre entier. Donc, nous générons un nombre aléatoire entier compris entre 0 et 5, le 5 étant exclu car il n'est jamais atteint. Et vous allez le voir, car nos valeurs de la propriété color index, celles que nous utilisons à partir du vert, commencent à l'indice 4. Le vert vaut 4 dans cette propriété color index. C'est pourquoi ce résultat, nous l'incrémentons de 4 unités. De fait, nous aurons bien le vert, en 5 le bleu foncé, en 6 le jaune, en 7 le rose, etc. Il est opportun, à titre de test temporaire, d'afficher ces résultats à l'écran. Nous pourrons ainsi constater que nous restituons bien une couleur aléatoire, avec un message destiné aux développeurs. La couleur interdite est, nous l'affichons dans un premier temps en valeur numérique, partie statique entre double cote que nous concaténons après la double cote avec une partie dynamique, celle de notre variable couleur NOC qui doit normalement à ce stade renfermer la valeur numérique correspondante de la couleur. Mais faut-il encore savoir en langage humain, dirons-nous, de quelle couleur il s'agit précisément, du vert, du bleu foncé, etc. Nous devons, pour faire la correspondance, pointer dans notre tableau de variables, c'est pourquoi nous concaténons ici avec un tiret, histoire de les séparer, avec cette valeur textuelle issue de notre tableau de variables tab couleur, et nous lui indiquons la rangée sur laquelle nous pointons, repérée par cette valeur numérique couleur NOC, oui et non, car nous l'avons incrémenté de 4 unités, alors que notre tableau de variables, lui, commence à 0. Vous le verrez, cette information est importante, le fait de l'avoir incrémenté de 4 unités. Donc ici, pour pouvoir débuter à partir de la première rangée, nous allons soustraire ces 4 unités. Et dans l'enchaînement, il est opportun à cette cellule B7 dans la barre d'outils de lui affecter cette couleur. Donc je vais me permettre, une fois encore, de prélever un bout d'instruction existant, sauf que cette fois-ci associé à la propriété intérieure. Il ne s'agit plus de la propriété color seule, qui permet de générer une couleur complexe, grâce notamment, nous le disions, à la fonction RGB, mais de color index, celle précisément qui commence, comme je vous le disais, à l'indice correspondant 4 pour le vert, 5 pour le bleu foncé, d'où cette incrémentation. Color index donc que nous affectons, bien sûr, à la valeur portée par notre variable de la couleur interdite, soit couleur NOC. Donc, il est temps de procéder au premier essai, c'est pourquoi je vous invite à enregistrer les modifications tout d'abord par le raccourci clavier CTRL-S, et puis à basculer sur la feuille Excel par le raccourci clavier Alt F11 par exemple. Ensuite, je vous rappelle que l'association n'est pas encore faite, donc nous allons cliquer droit sur le bouton Go, et dans le menu contextuel, nous choisissons la commande Affecter une macro.
Dans la boîte de dialogue qui se déclenche pour ce classeur, car me concernant, eh bien, il existe beaucoup de macros associés au modèle Excel, le personnel Excel SB. Nous allons pointer sur la procédure que nous venons de développer, elle n'est pas terminée, pour la désigner, et nous cliquons sur le bouton OK pour réaliser l'association. Ensuite, je vous propose de cliquer sur une cellule vide de la feuille, ce qui a pour effet de désactiver la sélection du bouton, si bien que dans la foulée, pour le test, nous pouvons cliquer directement dessus pour constater qu'une boîte de dialogue se déclenche aussitôt, proposant une couleur interdite qui est un jaune, et dans la foulée, à validation, vous voyez qu'elle vient bien s'inscrire. Je reclique dessus, pour l'instant c'est un jaune, c'est on va dire les lois du hasard hein, forcément, mais vous voyez que à la troisième tentative nous avons de nouveau une couleur qui est bien différente, il s'agit du vert, donc notre couleur interdite aléatoire est parfaitement générée et proposée visuellement. De fait, et dans l'enchaînement, je vous propose de revenir dans l'éditeur de code VBA Excel par le raccourci clavier Alt F11. Désormais, nous devons enclencher une boucle de traitement sur une durée d'1 minute, soit de 60 secondes. Sa mission est de déclencher l'affichage et le positionnement aléatoire des cases de couleur à cliquer. Tout d'abord, nous allons passer la ligne du MSGbox en commentaire. Sa vocation était simplement de réaliser un petit test à titre de confirmation. Et puis, à la suite du code précédent, nous allons effectivement initier les nouvelles instructions pour les boucles de temps. Et pour ce faire, nous allons exploiter une boucle do while avec un critère sur l'information de temps. Est-ce que le temps qu'il est au moment de la demande est bien inférieur à l'information de temps que nous avions prélevé, et je suis en train de me rendre compte que je ne l'ai pas écrite. C'est pourquoi, eh bien, nous allons tout simplement corriger cette petite bévue à la volée. Je m'en excuse, effectivement, avant d'initier cette boucle, nous devons, dans notre variable instant que nous avions judicieusement déclaré en local, prélever l'information de temps, le temps qu'il est, instant égale timer. Dès lors, effectivement, nous pouvons initier notre boucle do while, car à chaque demande, le temps progresse, donc l'information contenue dans la fonction retournée par la fonction timer n'est plus la même. Est-ce qu'elle est toujours inférieure à l'information de temps que nous avions prélevée, plus 60, c'est-à-dire eh bien, dans l'intervalle des 60 secondes que nous souhaitons proposer pour le déroulement d'une partie. Tout de suite, je viens boucler grâce à l'instruction loop ma boucle do while. Eh bien, à chaque passage dans cette boucle, tant que les 60 secondes ne sont pas dépassées, nous allons passer la main à notre fonction distribuée. C'est elle qui doit se charger justement de cette génération aléatoire des couleurs et de ce positionnement au hasard des cases. Dans l'enchaînement, même si nous ne l'avons pas encore implémenté, nous l'appelons, ce n'est pas gênant, elle existe. Dans l'enchaînement, une instruction précieuse, doEvents en VBA, nous l'avons exploité aussi bien en VBA Access qu'en VBA Excel, elle permet tout simplement de rendre la main à l'utilisateur, en l'occurrence ici au joueur, pour que le processeur ne soit pas utilisé à 100% de ses ressources à cause de cette boucle qui est en cours d'exécution. Le résultat, c'est tout simplement que le joueur aura le loisir de pouvoir cliquer sur les cases de couleur pour que son score s'incrémente ou se décrémente. Si nous ne prenions pas soin de placer cette instruction, il n'en serait rien. Tant que le traitement n'est pas terminé, VBA ne rend pas la main. Nous prenons soin aussi de vérifier l'état de notre variable arrêtée que nous avons expliqué précédemment. Si dans le laps de temps, le joueur a cliqué sur le bouton stop, la procédure bascule, l'aura précisément basculé à la valeur 1, ce qui indique au programme que eh bien, l'utilisateur souhaite terminer la partie. Donc, nous sortons de la boucle grâce à l'instruction exit do. Nous sortons de la boucle, certes, mais nous nous retrouvons néanmoins dans les bornes de la procédure démarrer. C'est pourquoi nous allons de nouveau effectuer ce test pour confirmer que non seulement nous sortons de la boucle, et une fois que nous sommes sortis de la boucle, si cette variable arrêtée vaut bien 1, nous sortons de la procédure exit sub, nous mettons fin au traitement, donc à la partie en cours. Nous le disons,
au sortir de la boucle, la partie est terminée vraisemblablement, puisque les 60 secondes sont dépassées. Et même si nous n'avons pas encore codé les instructions essentielles de la procédure distribuée, je vous propose de terminer le développement de la procédure démarrer, puisqu'il s'agit de compléter le tableau de la feuille score en ajoutant les nouvelles données à la suite. Et pour effectuer les remarques essentielles, je vous propose d'aller sur la feuille score pour constater que l'énumération débute à partir de la ligne 5 pour la colonne 2, la colonne B. Elle doit se poursuivre en dessous à partir de la première cellule vide détectée. Le nom, les points obtenus ainsi que la date sont nécessaires. Donc, de retour dans notre code, dans notre procédure démarrer, juste après notre dernier test, tout d'abord, je vous propose effectivement d'initialiser la variable ligne S que nous avions déclarée à la valeur 5, c'est-à-dire la ligne 5 que nous venons de repérer. Dès lors, il s'agit de parcourir tout le tableau des scores qui va progresser à chaque nouveau joueur, nouvelle partie, score consolidé, pour savoir à quel endroit nous pouvons poursuivre l'écriture. C'est pourquoi nous exploitons une boucle while dont le critère consiste à vérifier si le contenu de la cellule en cours d'analyse est vide ou non. Mais ces cellules sont situées sur une autre feuille que celle sur laquelle nous sommes en train de développer, car notre code est bien associé à la feuille réflexe. Or, nous souhaitons pointer sur les cellules de la feuille score. C'est pourquoi nous exploitons notre objet VBHITS qui désigne des feuilles, ou à défaut, avec l'information passée en paramètres et entre double cotes, eh bien, la feuille score ici, donc, sur laquelle nous souhaitons accéder à certaines cellules grâce à l'objet cells qui permet de désigner une cellule par son indice de ligne et son indice de colonne. L'indice de ligne est variable, il dépend effectivement de la valeur de ligne S qui est initialisée à 5. Et puis, nous souhaitons effectuer ce repérage sur la deuxième colonne, nous pourrons le faire sur la troisième ou la quatrième, puisqu'il y a effectivement les colonnes B, C et D. Est-ce que cette cellule, en commençant par la ligne 5, est différente de guillemets. Est-ce qu'elle n'est pas vide? Tant qu'elle n'est pas vide, nous ne pouvons pas procéder à l'inscription. Je prends bien soin de borner ma boucle while par l'instruction when. À ce moment-là, nous devons passer donc sur la ligne suivante. C'est pourquoi nous allons incrémenter notre variable ligne S d'une unité. Si bien que, tant que ce critère est vrai, eh bien, la variable ligne S s'incrémente, progresse, passe à la ligne 6, passe à la ligne 7, passe à la ligne 8. Mais dès lors que la boucle a terminé son traitement, cela signifie que la première cellule vide a été trouvée, donc ligne S porte exactement l'indice à partir duquel nous pouvons procéder à l'écriture. C'est pourquoi nous commençons par interroger l'utilisateur grâce à une fonction que nous connaissons bien, qui se nomme input-box. Elle permet d'afficher à l'écran une boîte de dialogue avec un message personnalisé, comme votre prénom, s'il vous plaît, associé à une zone de saisie en guise de réponse, et fort naturellement, lorsque l'utilisateur clique sur OK, ce qui est retourné par cette fonction est l'information saisie par l'utilisateur, stockée donc dans la variable nom. Votre prénom, s'il vous plaît, de fait, si l'utilisateur a bien jouer le jeu, en d'autres termes, si dans la variable nom, il y a bien quelque chose différent de guillemets, then, NDIF, toujours bien penser à borner ses instructions pour ne pas l'oublier, nous devons pointer sur notre feuille score à l'indice de ligne que nous avons réussi à prélever grâce à la variable ligne S, sheets score cells ligne S,2, donc nous sommes en colonne B, propriété value pour accéder à son contenu, dans laquelle nous allons inscrire l'information sur le prénom mémorisé dans la variable nom. Il faut faire de même pour la colonne C et la colonne D, respectivement repérées par les indices de colonne 3 et 4, donc après un copier-coller rapide, nous n'avons plus qu'à les adapter. Et en l'occurrence, eh bien, dans la colonne C, nous devons retranscrire l'information du score qui aura été consolidée plus tard dans notre développement en cellule B9 de la barre d'outils,
Donc, nous réalisons l'équivalence, et en ce qui concerne la date, VBA est vraiment, on va dire, permissif et simple de prise en main. Il offre la fonction now, qui est l'équivalent de la fonction maintenant sur une feuille de calcul, qui retourne l'information sur la date en cours associée à l'heure actuelle, ce qui permettra justement de bien ranger les candidats par ordre de passage. Notre code pour cette procédure démarrée est terminé, donc nous pouvons l'enregistrer, et désormais nous devons nous concentrer sur le développement de la procédure distribuée juste en dessous, donc c'est pourquoi nous pouvons nous placer d'ores et déjà entre ces bornes. Elle est donc appelée à chaque passage dans la boucle que nous avons programmée pour la procédure démarrer. Durant 60 secondes, à intervalle de temps variable, elle doit placer des cases dont la couleur est définie au hasard. Vous l'avez compris ? Donc, la génération aléatoire est une fois de plus à l'honneur. Donc, dans les bornes de cette procédure, comme il est de coutume, nous débutons par la déclaration des variables en commençant par une variable que nous nommons tempo et que nous typons comme un variant. Elle va devoir réceptionner une fois de plus l'information du temps au moment de la demande. Le délai d'apparition de ces cases doit varier lui aussi. C'est pourquoi nous déclarons une variable délai, mais que nous allons cette fois déclarer typée comme un double, c'est-à-dire un réel double pour nous permettre plus d'amplitude. Nous allons nous permettre de faire varier ces incréments de temps au dixième de seconde près. Nous devons ensuite initialiser cette génération aléatoire sur l'horloge système grâce à la fonction VBA randomize, et de fait, dans la foulée, nous pouvons commencer à définir les emplacements par les indices de ligne et colonnes aléatoires ainsi que la couleur. Donc, dans nos variables publiques, c'est important, ligne égale, forcément, il s'agit d'un indice donc d'une valeur entière, fonction VBA int, pour convertir le résultat réel retourné par la fonction RND que nous multiplions par 6. Nous allons faire des petites remarques importantes dans l'enchaînement, ce résultat que nous allons incrémenter de 4 unités. Pourquoi ? Il y a 6 cases, en fait, en largeur et en hauteur dans ce plateau de jeu. Donc, eh bien, nous devons générer potentiellement un nombre aléatoire compris entre non pas 1 et 6, donc, mais 0 et 6 par défaut, puisqu'RND renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1. Sauf que la première ligne ne débute pas à l'indice 1, mais à l'indice 4. Donc nous générons un nombre aléatoire compris entre 0 et 6, 6 exclu. Pardon. Nous lui ajoutons 4 unités. Donc, eh bien, s'il vaut 0, nous sommes bien sur la ligne 4, s'il vaut 1, nous sommes bien sur la ligne 5, et puis sur la ligne 6, etc., jusqu'à la ligne 9, puisque en l'occurrence, ici, il y a 6 cases. Nous devons faire exactement pareil pour la colonne, qui commence sur la D, c'est-à-dire l'indice 4, et puis qui se répète sur 6 colonnes en largeur. Donc, eh bien, la réplication est triviale. Nous allons simplement copier cette ligne, la coller et adapter l'affectation. Il s'agit cette fois-ci de la variable colonne pour définir un emplacement totalement aléatoire aussi bien en ligne qu'en colonne. Et dans l'enchaînement, nous devons définir une couleur aléatoire, donc c'est la variable couleur que nous affectons cette fois, sauf que, eh bien, il y en a 5 et non 6, donc nous multiplions ce résultat par 5, et nous l'incrémentons là aussi de 4, car je vous rappelle que colorIndex renvoie cette première couleur, qui est le vert, et qui est située à l'indice 4, et non pas à l'indice 0. Donc, juste pour un petit résumé, je vous rappelle que la variable tempo doit servir à prélever l'information de temps afin de définir des intervalles aléatoires. C'est pourquoi nous déclarons, vous allez le voir, cette variable délai à chaque appel, la durée qui lui est affectée doit varier. Il s'agit précisément de définir ces intervalles de temps désormais et de générer ces cases. C'est pourquoi la suite du code de ces générations aléatoires, et bien tout d'abord, je vous propose d'affecter cette couleur que nous avons définie au hasard à la cellule générée aléatoirement, sur laquelle nous pointons comme toujours grâce à l'objet cells. Nous lui passons en paramètre l'indice de ligne variable, aléatoire, ligne, et l'indice de colonne, aléatoire, colonne. Il faut pouvoir lui associer cette couleur, elle aussi aléatoire. Nous y accédons par le biais de sa propriété intérieure et de sa propriété dérivée colorIndex, que nous affectons
à cette couleur choisie au hasard, repérée par la variable couleur. Dans l'enchaînement, comme je vous le disais, donc, nous prélevons l'information de temps dans notre variable tempo grâce à la fonction timer qui la retourne, et puis nous allons caler nos intervalles variables dans notre variable précisément délai. L'objectif est qu'une case de couleur ne persiste pas toujours le même laps de temps. Parfois, elle va rester en place 5 dixièmes de seconde, parfois 8 dixièmes, parfois une seconde, ce qui va augmenter la difficulté du jeu, et en ce sens, eh bien, il devient plus intéressant. Comme nous le disions, cette fois-ci, nous souhaitons vraiment conserver tous les incréments de temps à la virgule près. C'est pourquoi nous n'exploitons pas la fonction int, mais directement la fonction rnd, qui renvoie ce nombre réel compris entre 0 et 1, auquel nous allons ajouter 1,3 secondes. 1.3, nous sommes en système anglo-saxon, je vous le rappelle, lorsque nous sommes en train de coder. Ce résultat complet que nous allons diviser par 2. J'ai fait quelques essais pour obtenir, on va dire, un niveau de difficulté acceptable. Il s'agit d'ailleurs d'un des paramètres que nous pourrions entrevoir de faire évoluer avec l'application en permettant des niveaux de jeu difficiles, intermédiaires et débutants, on va dire, grâce à des petites cases d'options à cocher directement placées sur la feuille, auquel cas nous pourrions soit augmenter cet intervalle, soit le réduire. Donc, de fait, nous générons un nombre aléatoire, une fois qu'il est incrémenté, compris entre 0 et 2,3 secondes, mais que nous divisons par 2. Donc, eh bien, nous allons générer un nombre qui va être compris entre 0 et 1,15 secondes. Parfois, effectivement, la case va persister au-delà d'une seconde, et souvent en deçà. Il est temps ensuite, eh bien, de faire en sorte que cette case persiste, ce laps de temps. C'est pourquoi, comme précédemment, nous initions une boucle do-while, et nous nous assurons que ce délai n'est pas franchi. Do-while timer est inférieur, le temps qu'il est maintenant. Est-ce que ce temps qu'il est maintenant est toujours inférieur au temps que nous avions prélevé, plus ce délai qui vient d'être généré aléatoirement? Si c'est le cas, eh bien, nous n'entreprenons aucune action. C'est pourquoi, à l'intérieur de cette boucle, dans ces bornes, nous ajoutons simplement l'instruction essentielle doEvents qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir cliquer la case si d'aventure elle est encore en place et qu'il ne s'agit pas de la couleur interdite. N'oublions pas, pour qu'elle disparaisse, qu'à l'issue de cette boucle, une fois le délai dépassé, eh bien que nous devons réaffecter la couleur d'origine à cette case qui a été placée et générée aléatoirement. Et cette couleur, color index, correspond à l'indice 2, il s'agit du blanc. Nous pouvons désormais réaliser un petit essai intermédiaire sur l'enchaînement des cases de couleurs générées. Donc, eh bien, pour ce faire, je vous propose tout simplement, bien entendu, premièrement, d'enregistrer les modifications, de basculer sur la feuille Excel, cela va de soi, et il s'agit ensuite de cliquer sur le bouton Go pour avoir un aperçu. Et comme vous le constatez, nos cases de couleurs sont bien générées aléatoirement et défilent les unes après les autres. Donc à ce stade, il n'y a pas de souci, notre développement est tout à fait correct. Je vous propose de revenir dans l'éditeur de code VBA, puisque là, à l'issue des 60 secondes, effectivement, le traitement va s'achever donc. Bon, vous avez constaté que le fonctionnement était tout à fait fonctionnel à ce stade, donc c'est un petit succès pour l'instant. Il s'agit de poursuivre notre développement, il est temps de comptabiliser les points, et pour cela nous devons être en mesure de connaître les coordonnées de la cellule cliquée par l'utilisateur. Dès lors, nous pourrons prélever sa couleur pour la comparer à la palette autorisée. C'est ainsi que nous pourrons incrémenter ou décrémenter le score du joueur. Dans l'éditeur VBA Excel, donc, alors désolé, effectivement à l'issue de la partie, c'est ainsi que nous l'avions programmé, la boîte de dialogue, vous voyez que eh bien, elle est tout à fait fonctionnelle, se déclenche. Nous allons cliquer sur le bouton annuler, puisque nous avions une instruction conditionnelle qui explicitement indique que si le nom n'est pas inscrit, n'est pas renseigné, eh bien que l'inscription n'a pas lieu. Dans cet éditeur, comme je vous le disais, pour pouvoir déceler ces cases cliquées, en haut de la feuille, je vous invite à
déployer la première liste déroulante et à choisir l'objet worksheet qui, littéralement, désigne donc la feuille de calcul en cours et à lui associer, si d'aventure ce n'est pas le cas par défaut, l'événement selection change. Cet enchaînement d'actions, comme vous le remarquez, a pour effet de créer la procédure événementielle worksheet selection change. L'objet worksheet désigne donc la feuille à laquelle le code en cours est associé. Et comme le prouve l'explorateur de projet sur la gauche de l'écran, il s'agit bien de la feuille réflexe. L'événement selection change est primordial. Il parle de lui-même. C'est lui qui se déclenche dès qu'une sélection est opérée. En d'autres termes, lorsqu'une cellule est cliquée. Et cette procédure événementielle, en plus, transmet une variable en paramètre. Elle est nommée target. Il s'agit d'un objet de type range. La cible ainsi définie n'est autre que la cellule cliquée. Nous allons donc pouvoir exploiter ses propriétés pour connaître son emplacement par sa ligne et par sa colonne. C'est pourquoi, à l'intérieur de cette procédure événementielle tout d'abord, eh bien, comme il est de coutume, nous commençons par déclarer les variables nécessaires. Nous allons nommer la première ligue pour ligne afin de ne pas recouper un nom de variable existant que nous déclarons comme un byte qui, je vous le rappelle, est un type de données entier court qui permet de mémoriser une valeur numérique jusqu'à 255. En l'occurrence, notre plateau de jeu est composé de 6 cases en largeur, 6 cases en hauteur et commence à l'indice 4. Nous n'allons pas au-delà de 10. Et dans la foulée, donc, nous faisons de même pour l'indice de colonne avec une variable que nous nommons col, par exemple, as byte pour les mêmes raisons, bien évidemment. Il s'agit de prélever ces informations au moment du clic grâce à ce paramètre qui est passé par notre procédure événementielle dans la variable ligue pour commencer, grâce donc à notre objet target et à sa propriété row. Tout cela donc en dynamique, en variable. Nous faisons de même pour affecter notre variable col. Nous exploitons une fois de plus notre objet target, mais cette fois-ci avec sa propriété column, les mêmes qu'un objet range ou cells, puisqu'il s'agit bien d'un objet de type range qui est transmis par cette procédure. De fait, et dans la foulée, eh bien, il s'agit de savoir si, sur ces indices réceptionnés au moment du clic, ligne et colonne, il ne s'agirait pas, à tout hasard, de la couleur interdite, puisque dans ce cas, vous le savez, nous devons décrémenter le score du joueur. C'est pourquoi nous exploitons une instruction conditionnelle. De nouveau, notre objet cells pour pointer précisément sur ces indices de lignes et de colonnes transmis. Et une fois encore, grâce à la propriété intérieure et sa propriété dérivée color index, la question est toute simple. Est-ce que cette couleur ne serait pas, à tout hasard, celle de la couleur interdite, mémorisée désormais dans la variable couleur noc, den? Dans ces conditions, que devons-nous faire? Eh bien, tout d'abord, nous allons borner notre instruction conditionnelle, cela va de soi. Souhaitons décrémenter le score? Oui, mais dans la mesure où il n'est pas déjà à 0. Ça paraît logique. C'est pourquoi nous allons faire une vérification sur notre cellule B9. Grâce à notre objet range, je pourrais exploiter indifféremment l'objet cells ou range. Cells, tout simplement, entre parenthèses, 9,2 pour B9, ou notre objet range. En l'occurrence, lorsqu'il s'agit de passer des variables de ligne et de colonne, l'objet cells est dédié comme nous avons pu le voir juste avant. Donc, à partir du moment où le score est bien supérieur à 0, range de B9.value supérieur à 0, then, oui, nous pouvons le décrémenter. N'oublions pas de borner cette seconde instruction conditionnelle encapsulée dans la première. Eh bien, effectivement, nous devons décrémenter ce score, donc il s'agit d'une affectation, range de B9.value devient sa propre valeur, -1. Dans le cas contraire du premier if, bien entendu, si ce test échoue, cela signifie que, peut-être, l'utilisateur le joueur a cliqué sur une case d'une couleur effectivement proposée. Encore faut-il le vérifier. Else if donc, sinon si, eh bien, tiens, tant qu'à faire. Alors je pense que en validant, alors c'est tout à fait normal puisque je n'ai pas encore validé mon fragment de code, mais je voulais tout simplement me permettre de prélever un fragment existant pour effectuer cette comparaison. Donc sur la cellule en cours qui est cliquée, est-ce que
si ce n'est pas la mauvaise couleur, c'est bien l'une des couleurs proposées, donc, sur le plateau de jeu par cette génération aléatoire. Mémorisée dans une variable publique, c'est pourquoi elle est portée au-delà des bornes et que nous pouvons la reconnaître à l'intérieur même de cette procédure événementielle. Dans ces conditions-là, nous ne devons pas décrémenter le score, mais nous devons bien l'incrémenter. Donc je réceptionne le bout de code précédent et à la place de la décrémentation, je réalise l'incrémentation fort logiquement, fort naturellement. Donc le développement de ce petit jeu de réflexe est quasiment terminé. Vous voyez que le code est relativement simple. Avant de le tester, nous devons néanmoins rendre fonctionnel le bouton permettant de stopper la partie. C'est pourquoi je vous propose de remonter dans la feuille de code pour placer le point d'insertion entre les bornes de la procédure bascule. Et comme je vous le disais, nous devons effectivement l'affecter à la valeur 1 puisque le test est réalisé dans la procédure démarrée. Si cette valeur est détectée, eh bien le traitement est interrompu. Et puis, eh bien, si nous stoppons effectivement la partie, il est de bon ton de réinitialiser la couleur par défaut, et nous l'avions déjà codée. Bon, qu'à cela ne tienne, nous pouvons la réécrire. Il s'agit de la cellule B7. Donc, voilà, l'instruction, je la cherchais, mais elle était là. Alors désolé, mais en même temps que je commente le code, il n'est pas forcément évident de repérer les instructions que nous avons développées ensemble, comme nous l'avons fait précédemment. Donc nous réaffectons la couleur d'une cellule qui n'a pas changé, couleur de fond, à la cellule B7 qui, je vous le rappelle, porte la couleur interdite, ce qui permet, au clic sur le bouton stop, de réinitialiser la partie. De fait, je vous propose bien sûr d'enregistrer les modifications, de basculer sur la feuille, de cliquer droit sur le bouton stop, car il n'est pas affecté à cette macro, de choisir affecter une macro dans le menu contextuel, de désigner la procédure bascule, de valider par OK pour établir le lien, de cliquer sur une cellule vide pour désactiver la sélection, de cliquer sur le bouton Go pour démarrer une partie, et vous voyez que la couleur interdite est repérée, il s'agit du jaune, mais qu'à chaque clic sur une bonne case de couleur, bien placée aléatoirement, le score est parfaitement incrémenté, les intervalles de temps entre chaque apparition sont tout à fait variables, le délai d'apparition d'une case est lui aussi calculé au hasard, donc vous voyez que nous pourrions, comme nous le disions, ajouter ce niveau de difficulté sur ce délai, avec des paramètres variables que nous pourrions directement régler depuis la feuille. Alors j'essaie de temps à autre de cliquer sur des cases de couleurs, mais je vous avoue qu'en même temps que j'essaie de réunir mes idées pour continuer de commenter le déroulement de ce jeu et du programme, car je voudrais que nous atteignions l'issue des 60 secondes pour livrer la consolidation des résultats, ce n'est pas évident effectivement de pouvoir attraper ces cases de couleurs et d'éviter de cliquer sur la couleur interdite. Constatez ici que effectivement le score est bien confronté au meilleur score à l'issue de la partie. Bon, c'est un score qui n'est absolument pas honorable. Le prénom du joueur est demandé. Il s'agit donc de le renseigner. Nous cliquons sur le bouton OK, et si nous consultons la feuille score à la date du jour, vous remarquez effectivement que les données ont parfaitement été consolidées. Si d'aventure ce meilleur score était un jour battu, eh bien forcément l'échelle ici se mettrait à jour pour que le nouveau joueur y soit confronté. Voilà donc pour ces démonstrations, le développement de ce petit jeu fort intéressant. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.